Depuis 20 ans, Claude Chalabresse parcourt le monde. Après un tour du monde et de multiples voyages autour du globe, à force d'animer des rencontres de voyageurs, à force de parler des autres, il fallait bien qu'un jour il parle de lui, c'était inévitable. Été 2010, Claude choisit le vélo pour aller à la rencontre des peuples perdus dans les vallées de l'Himalaya indien. Mais il pleuvra plus que de coutume avec des inondations, des morts et des routes coupées. De guerre lasse, il fit demi-tour et échappera au tumulte des eaux. Été 2012, il reprendra la route, là où en 2010, il avait été contraint de rebrousser chemin. C'est ce double voyage qu'il vous propose aujourd'hui, l'histoire d'un voyage en Himalaya, en vélo, seul et en autonomie. Une histoire matinée de rencontres improbables et inoubliables. En construisant son palais, le roi de Lé, Sengji Namgyal, ne pensait pas qu'il procurerait aux visiteurs étrangers une acclimatation culturelle idéale à l'écart du tohu-bohu du centre-ville. En naviguant dans les venelles du vieux quartier, je m'immerge dans la vie des Ladakpa. Je m'éloigne du village de Gonspal. En descendant la vallée de l'Indus plein ouest, je m'échappe de Lé en suivant les murs de Mani et les flancs arides. Pour m'acclimater, je pars à la rencontre du monde bouddhiste, au gré des monastères de Spituk, Piang, Alchi et Lamayuru. À Spituk, j'assiste à la prière dans le Duncan, au son des cloches, des conques, des dungchen, des tambours et des cymbales. Spituk abandonné, je remonte la longue ligne droite pour trouver le monastère de Piang, lové dans le creux d'une montagne qui lui fait un écrin. Trindorli accélère le pas. Les vieilles bâtisses ne l'intéressent pas. Il souhaite me montrer le tout nouveau monastère. Avec lui, je m'initie au bouddhisme. L'enseignement fondamental du bouddhisme est l'enseignement de l'impermanence des choses. Si nous n'acceptons pas le fait que tout change, nous ne pouvons trouver la parfaite sérénité. La cause de la souffrance vient de notre refus d'accepter que tout naît, vit et meurt. Alors, on fait du neuf. Les meilleurs artistes du Bhoutan dessinent et peignent. Les bouddhistes préfèrent laisser mourir l'ancien et construire du neuf, clinquant, signe d'un renouveau. Trindorli est ravi. Je retrouve l'Indus et sa vallée. J'arrive à Alchi pour la nuit. Après le rituel qui veut que tout pèlerin fasse le tour de l'enceinte sacrée avant d'y pénétrer, sous le regard de Mahakala et du Bouddha Maitreya, je navigue de Chorten à Lakang. Après le bruit du torrent, je retrouve le bruit des travaux. Je change de vallée. En suivant la rivière Waka, j'emprunte l'ancienne voie caravanière qui, de Srinagar, allait à Lhasa. Des flancs arides en point de vue magnifique, la Mayuru se dévoile. Appelé jadis Yungun Tarpaling, le monastère était jadis une terre d'asile où personne ne pouvait être arrêté. Appelé aujourd'hui Lamayuru, il est le plus ancien monastère tibétain du Ladakh. Pour mon premier repas, je m'initie au mot chuskore, qui sera répété à chaque fois que j'aurai besoin d'eau chaude pour noyer ma nourriture lyophilisée. Guidé par un chant lointain, je rentre dans un dunkan, m'assieds et ferme les yeux pour gagner en spiritualité en m'isolant des distractions visuelles. Le moine Dawa cache sa sérénité derrière un contre-jour vaporeux. Dans les terres de l'ère bouddhiste, j'y cherche les premières sensations himalayennes.
L'acclimatation achevée, je me dirige plein sud à l'assaut du Tanglala, la seconde plus haute route du monde. 110 km. Assoiffé, je descends dans le torrent en sautant par-dessus un muret. Quel bonheur, j'en boirais presque. Mais je résiste et préfère l'eau chaude de ma gourde. À Sassoma, j'espère me reposer de ma longue journée. Mais rien. Pas âme qui vive ni toit qui abrite. Je me hisse au niveau des sommets en suivant le ruban noir. Dans la montée, le bus du mois pollue un peu ma tranquillité. Au bout d'un dernier pierrier, le col Tanglala pointe ses 5359 mètres d'altitude. Sur l'autre versant se trouve le hameau de Debring, où je rencontre Urgain et ses amis. Ça joue aux cartes, ça tisse, ça file. Ici, on sait aussi prendre le temps de la rencontre et des sourires. La route s'insinue dans le paysage au milieu des marmottes qui sifflent, des oiseaux qui fuient et des ânes sauvages qui me courent après. Je dépasse Toukje et m'approche des bords spongieux du lac ourlé de sel. Une odeur d'iode se dégage dans les airs. Je pars plein est et par le nord. Si je veux passer entre les deux lacs Tsokar et Tso-Tartabouk, je dois rebrousser chemin. Ouais, voilà où la piste mène. Elle est bien de l'autre côté, mais entre les deux, il y a un cours d'eau infranchissable. Je continue en changeant régulièrement de piste avant qu'elle ne s'éloigne un peu trop de mon objectif. À forcer le hasard, je réussis le passage en trouvant un pont providentiel. Je profite de quelques chambres libres pour dormir sous le ciel étoilé. En l'absence des nomades du Sama Rokchen, je prends possession de ma parcelle légèrement engoncée et protégée par des pierres. Le temps laissé au temps permet de rencontrer Karma, venu retourner sa maigre parcelle. Il espère quelques mottes de bouse séchées pour servir de combustible à sa famille pour le prochain hiver. Avant que l'obscurité ne soit trop profonde, je prépare de quoi me nourrir à grands coups d'allumettes, de vieux papiers et de brindilles récalcitrantes. Dans ce lieu drapé de silence et d'émerveillement, je retrouve des sensations de plénitude. Dans ce nouveau bien-être, je profite du temps en suspens et des beautés offertes. Mon esprit s'évade, j'éclaire les étoiles et me couche. J'abandonne les plateaux du Rupchu pour la Zarachu, petit torrent que je suivrai jusqu'à l'entrée du Karnak. Voilà d'où je viens, j'ai à traverser des flots impétueux, impossible de traverser ici, il y a trop de torrents. J'avance, le noir pour horizon et la grêle sans abri. La lumière agitée par Gaspard et Melchior permettra de trouver un replat à l'orage. Yangang est un hameau désertique qui abrite le monastère de nonnes Padma Otmar Choslingompa. Elles sont 4 et sont adorables. Tour à tour, elles m'offrent le thé au beurre salé et des infusions de plantes mystérieuses. Toutes les journées passées à leur côté se termineront par une célébration religieuse. 17h, l'heure des trompes et des cymbales, mais aussi des minauderies. Après le camp de nomades de Lungmoche, je franchis le col Yarla sous des frimas impétueux. Du haut, je cherche la piste noyée dans la montagne éboulée. À choisir, je préfère les pistes de terre à ces routes de l'enfer. Je change de vallée pour suivre un immense plateau désertique.
Encore une journée solitaire. La piste s'élève et au bout d'une ligne droite, le premier hameau habité se dresse en contrebas. Dango précède le hameau fantôme de Shekien. Je pars marcher dans les ruelles du hameau, où j'éprouve une sensation de tristesse due à la pauvreté extrême du lieu et à l'absence complète de vie dans les ruelles. C'est le moine Kargin qui me logera cette nuit. Entre le pont à consolider et le toit à réparer, tout le hameau passera m'observer. On ne doit pas avoir des huluberlus en vélo tous les jours. La configuration de la route est à elle seule un défi aux règles de l'équilibre. Elle s'élève tout enlacée au-dessus de l'Aie. Tout au long du parcours, les vallées verdoyantes des hauteurs de l'Aie se distinguent, puis la vallée de l'Indus et des montagnes enneigées qui, plus loin, ferment le lointain horizon. Au-delà, le goudron se raréfie pour disparaître complètement. La route continue à flanc de montagne, ou devrais-je dire à flanc de précipice, puisque je me retrouve systématiquement du mauvais côté de la route. J'en peux plus là. J'en peux plus. À la cime, une émotion m'envahit. Heureux d'avoir atteint les 5600 mètres affichés. Le vent avait été invité pour l'occasion, agitant les drapeaux de prière, jaune, vert, rouge, blanc, bleu, au rythme des musiques aériennes. Je me réfugie dans le petit temple pour enfiler du chaud, du très chaud. Je ressors dans le froid venteux. Face nord, une langue de glacier se meurt. 17h. Je profite du bon état de la route pour rouler vite, trop vite, profitant des derniers rayons du soleil qui passent lentement derrière les montagnes. Les premiers champs d'orge pointent leur nez, les premières maisons du village aussi. Je prends la direction du Pakistan voisin, suivant le lit de la rivière Nubra, puis celui de la Chayok. La vallée remonte les dunes grises de Hundar, où se baladent les derniers chameaux de Bactriane. Karoo est l'endroit idéal d'une découverte campagnarde. De ligne droite en courbe, la piste en pente douce se perd dans les champs de culture abrités par des vergers d'abricotiers. Je franchis le muret pour bavarder et aider à la récolte des abricots de Ségou. La pulpe jetée reste l'amande de l'abricot qui, une fois séché, sera consommée durant les longs hivers. Des centaines d'abricots jonchent le sol et donnent des taches oranges à l'herbe. J'en cueille quelques-uns. La femme me sourit. Elle est belle avec son fichu, ses boucles d'oreilles en turquoise et ses chaussons traditionnels. Julie, Julie! Sonan, jeune garçon de 12 ans, fera un peu de chemin avec moi, m'inondant de questions. Julie! En cette fin de journée, je pars humer l'air du temps et respirer l'ambiance chaleureuse de ce bout du monde où créent des belles rencontres. Au Ladakh, le plus court chemin entre deux points n'est pas la ligne droite plane. Ni vent, ni pluie, j'en profite pour prendre le large. J'atteins Agam et l'ombre des sols. J'ai déjà fait 55 bornes. Et là il fait super chaud. En train de remonter une gorge. J'ai 700 mètres de dénivelé à faire en 9 km. Il fait trop chaud quoi. Donc je cherche les coins à l'ombre. Sous un pont métallique, je me repose du soleil implacable, assis sur une pierre au milieu des glougloutis. Je ressors de ma tanière pour bifurquer à droite. Pour atteindre Tangiar, la route est raide, avec encore quelques 700 mètres de dénivelé. Je ne compte plus le nombre d'arrêts à l'ombre des maigres arbres. La chaleur est atroce, la pente aussi, je suis anéanti. Puis Tangiar se dessine enfin derrière une barre rocheuse. Les habitants moissonnent. Tout le monde est mis à contribution. Jeunes, vieux, yak et ânes. Avec le retour des habitants et de leurs animaux, j'espère une proposition d'hébergement. La petite fille de ma logeuse ne me quitte pas.
Quand elle ne chante pas des chansons enfantines apprises à l'école, elle s'exerce pour le prochain concours de grimaces. C'est dans un bus rempli d'écoliers que je franchirai le col enneigé, porte d'entrée du Changtang, région où se niche le splendide lac Pangongtso. Les jeunes hissent le vélo sur le toit, les femmes au sol préparent le petit déjeuner avec chapati, beurre et confiture. Le bus aveugle m'emporte vers d'autres vallées au milieu des éboulements et des précipices. Puis, la route se faufile dans des paysages époustouflants de beauté. Dans le Changtang, domaine des yaks sauvages et des chèvres pashmina, le lac Pangongtso est un immense lac aux eaux turquoises, long de 134 km. Le lac semble se perdre dans les montagnes. Par-delà celle-ci, je m'imagine la frontière du Tibet. Le hameau de Spankmik, perdu à 4280 mètres d'altitude, sur les rives du lac, est abrité par quelques familles tibétaines. Je jette mon dévolu sur la maison la plus vieille et la plus authentique. Si la maison est authentique, la vieille femme qui épluche des navets, assise sur la terrasse, l'est encore plus, avec ses rides profondes qui parsèment son beau visage souriant. Après un bonjour à une jeune femme dubitative quant à mon moyen de locomotion dans ces régions, je retourne à Tangtse par un nouveau col. Je tente la station dans le froid et sous la grêle. Je termine la route blottie à l'arrière d'une voiture. Le moine Padma Longdol, gardien du monastère de Taktok, m'accueille une seconde fois. De passage en cours, je visite le monastère avec une famille et la fille devenue nonne. Les murs sont recouverts de bouddhas brillants et de couleurs clinquantes, et le mur de la grotte de billets de banque. Toute une nuit de pluie. Courbaturé, je me réveille le dos et les épaules endoloris. Les températures sont devenues fraîches. L'hiver est précoce cette année. Cette inactivité m'endort ou l'impression de rentrer en hibernation. Ce mauvais temps me désespère. Mais il suffit de peu de choses pour rendre la journée plus belle. Un paysage, une rencontre. Ici, les habitants du hameau travaillent à la réfection de la route. La fenêtre de leur petite entreprise donne sur les pentes arides de cette immensité montagneuse. Le thé et les biscuits circulent, une bâche posée sur mes jambes pour me protéger de la pluie et du froid. Je griffonne un petit mot remerciant le moine de son accueil. Je tire la porte derrière moi, sors dans la cour jusqu'à atteindre le portail. Je dépasserai Chemre avant d'atteindre Karou dans la vallée de l'Indus. Orienté plein est sur le flanc d'une colline, le monastère de Tiktse abrite quelques 80 moines de l'ordre des bonnets jaunes. Je prends le temps d'une visite. J'y reviens au petit matin, assister à la première prière matinale. Ce serait même au petit jour, puisqu'il est 5h30 du matin. C'est de monter au monastère Titse, assister à la puja, c'est-à-dire à la prière du matin. Alors le jour se lève tout doucement. Espérons que les moines aussi.
Un oasis vert au milieu du gris ambiant signale le village. Derrière moi, l'orage semble s'amuser à cœur joie dans la vallée. Je redescends sous la pluie qui m'a rattrapé. De retour à Leh, Yang Chen m'accueille d'un « Claude, how are you? You are skinny. Is it beautiful ?» Si elle savait. Je retrouve chez elle l'esprit et le verbe, la chaleur et le repos, le bien-être et le bien manger. Et voilà, je suis de retour à la Greenland Guest House, où Yang Chen, la propriétaire, s'inquiétait de ma santé. De suite, elle m'a préparé un petit déjeuner. Bon, c'est quand même 11h. Hein. Bon, elle était un peu pressée, elle devait aller voir Lamchi, donc c'est le médecin traditionnel pour sa maman. Elle a pris 5 minutes pour me sortir de la confiture d'abricot du Ladakh, me faire 2 petites galettes, du beurre, une pomme et une poire de son jardin, un petit thé, enfin voilà quoi, adorable. Fait plaisir de revenir chez Yang Chen. Je tourne en rond dans les ruelles du bazar de Leh avant d'acheter à Tubstan Chempan un livre de prières bouddhistes spécial. Rencontrée par hasard et visiblement touchée par mon achat, la belle Tashi m'entraîne chez le marchand de tissus, puis chez le couturier qui interrompra toute activité pour découper, coudre et ourler. Tashi porte le speja à son front et me tend le livre des deux mains, tel un présent à plus de félicité. Sur les hauteurs de Leh, Yang Chen prépare mon dernier repas, composé des traditionnels momos. À quelle heure ton taxi arrive? At 9 o'clock. First I make coffee, no eggs. No, Eggs for me. Ani. C'est demain 2 matin. cups, 1 cup. 2 cups. Moi c'est demain matin, ouais. Mais très tôt, puisque j'ai mon avion en 7h30. Ah oui. Dans l'almanach tibétain, le 14 septembre est un jour dévolu à l'eau et donc propice pour se laver. Les dieux ont dû l'entendre. En ce dernier jour, les eaux de la mousson s'abattent sur des lits.